Le confort désigne de manière générale les situations ou les gestes et les positions du corps humain qui sont ressentis comme agréables, état de bien-être, ou excluant le non agréable, ou et quand le corps humain n'a pas d'effort à faire pour se sentir bien. Aussi loin qu'on puisse remonter l'existence de l'homme, ce dernier a toujours recherché à assouvir ses besoins par un souci de confort. Prenons l'exemple du feu, découvert par l'Homo erectus, ce qui lui a permis de se distinguer des autres espèces animales. À partir de 400 000 ans avant Jésus-Christ, le feu permettait à l'homme, et lui permet encore aujourd'hui, de chauffer sa nourriture, se protéger des animaux sauvages, ou encore d'avoir une source de chaleur dans des moments de froid intense. Le feu est donc une grande découverte de l'homme dans la recherche de son confort. Cependant, l'humain est perpétuellement en train de chercher, découvrir et d'inventer pour répondre à ses besoins et donc lui permettre de vivre de plus en plus agréablement. Aujourd'hui, certaines personnes travaillent sur ce qu'ils appellent les matériaux hydrophobes, autre projet capable de répondre aux besoins de notre espèce, dont nous essaierons de vous montrer l'étendue à travers ce travail personnel encadré. De plus, nous verrons en quoi les matériaux hydrophobes aident-ils l'homme dans sa quête de confort. Grand 2. Observation de l'hydrophobie chez les animaux. Quand on parle de l'hydrophobie, on a tendance à plutôt songer à de la matière. Mais il ne faut pas oublier que c'est un phénomène aussi étudié et analysé chez les animaux, comme le guéris. Les guéris sont des insectes hémiptères hétéroptères qui ont la particularité de se déplacer sur l'eau. Leur mode de déplacement original, comme celui de certaines araignées, est permis par deux caractéristiques différentes de celle qui fait flotter des objets creux ou moins lourds que l'eau en surface. La première caractéristique du guéris est ses pattes qui dégagent des substances hydrophobes lui empêchant de pénétrer dans l'eau. Pour arrondir, les pattes possèdent des tarses, ce sont des petites portions de squelette des membres des vertébrés tétrapodes correspondant à la cheville et souvent formées d'os courts. Chez les insectes, cinquième partie de la patte, munie de poils hydrofuges qui préservent de l'eau. La deuxième caractéristique, qui est plutôt un phénomène, est une dépression topographique, entraîne une suppression qui permet de porter l'animal à l'aide d'une tension superficielle de l'eau. Si on diminue cette tension superficielle en y ajoutant quelques gouttes d'un liquide comme du détergent, le guéris ne sera plus porté et crèvera la surface de l'eau. C'est donc un équilibre impressionnant dont fait preuve le guéris. Conséquence de l'observation du déplacement du guéris. Cette capacité originale de déplacement sur l'eau a donné l'idée à certains d'inventer des micro-robots capables de se déplacer sur l'eau, avec une grande manœuvrabilité, en utilisant sa tension superficielle pour ne pas couler et avec un mouvement de pattes plus ou moins biomimétique, pour le faire avancer. Alors la biomimétique, c'est animé par un ressort ou d'un petit élastique. Un mouvement biomimétique s'inspirant de formes, propriétés, processus et fonctions du vivant afin de trouver des solutions soutenables produites par la nature au sein de la biosphère. Le notonecte. Le notonecte est un insecte aquatique majoritairement répandu dans les lacs et les eaux à faible courant. Cet insecte est très intéressant car il respire en restant sous la surface de l'eau. En effet, ce dernier remonte son abdomen à la surface et emprisonne des bulles d'air sous ses poils hydrophobes nommés élystres. Le notonecte peut donc rester sous l'eau, avec sa réserve d'oxygène et des bulles d'air provoqueront un effet miroir sur l'abdomen de l'insecte. Premièrement, la feuille de lotus. La feuille de lotus se caractérise par l'effet portant son nom. L'effet lotus est un phénomène super hydrophobe causé par une rugosité nanométrique. Une rugosité nanométrique est un paramètre d'un écoulement se produisant sur un matériau. Une surface super hydrophobe est une surface extrêmement difficile à mouiller, avec de l'eau et a priori n'importe quel autre liquide terrestre. L'effet lotus confère aussi à la surface des capacités auto-nettoyantes. En s'écoulant, les gouttes d'eau emportent avec elles les poussières et les particules. Cette faculté d'auto-nettoyance à l'échelle microscopique et nanoscopique, propre aux matériaux hydrophobes, a été découverte dans les années 1970. Or, le principe de fonctionnement. Tout d'abord, les gouttes d'eau rétrécissent et prennent une forme sphérique en raison de leur haute tension superficielle. Phénomène physico-chimique lié aux interactions moléculaires d'un fluide qui résulte de l'augmentation de l'énergie à l'interface entre deux fluides. Le système voulant baisser l'énergie modifie la géométrie du fluide afin d'en réduire l'air de l'interface. Puis, au contact d'une surface, les forces d'adhérence des gouttes hors de l'eau sur la surface sont si élevées que celle-ci est humectée, humidifiée.
Cet humectage peut être partiel ou complet en fonction de la texture de la surface et de la tension superficielle des gouttes. D'un autre côté, l'auto-nettoyage provient d'une double structure hydrophobe de la surface du lotus. En effet, grâce à celle-ci, la surface de contact, à l'aide des forces d'adhérence entre surface et eau ou particules, est si réduite que cela aboutit à un auto-nettoyage. Cette double structure est formée d'un épiderme, membrane protectrice qui recouvre toutes les parties d'un végétal jeune. L'épiderme est percé de stomates pour les échanges gazeux. La couche extérieure s'appelle la cuticule, où il y a une couche de cire. L'épiderme forme des papilles sur lesquelles repose la cire. Cette couche de cire est hydrophobe et forme la deuxième partie de la double structure. De cette façon, l'eau ne peut plus parvenir jusque dans les interstices, très petits intervalles d'espace que laissent entre elles les parties d'un ensemble. De la surface de la feuille de lotus, les points de contact entre eau et surface sont donc considérablement diminués. B. Histoire. Ce phénomène de l'auto-nettoyage du lotus est connu en Asie depuis au moins 2000 ans. Le lotus est le symbole de la pureté dans la religion bouddhique, mais ce n'est que depuis le début des années 1970, avec l'introduction du microscope électronique, que ce phénomène est étudié. En premier par le botaniste Wilhelm Bartlett, et sera récompensé par la suite de nombreux prix. 2. La Salvinia molesta, une autre plante hydrophobe. La Salvinia molesta est une fougère aquatique du sud-est du Brésil à l'origine. C'est une plante flottante, reposant à la surface de l'eau sans être ancrée au sol, qui a pour particularité de rester sèche. On observe donc chez cette plante un phénomène d'hydrophobie. Par ailleurs, cette plante, une fois complètement immergée dans l'eau ou dans un autre liquide, se recouvre d'une couche d'air lui permettant de ne pas être en contact. De plus, certains chercheurs ont analysé et conclu que la surface de la plante est super hydrophobe, car la surface des feuilles est recouverte de petits capillaires hydrophobes. Mais les pointes de ces capillaires, eux, sont hydrophiles, ce qui a pour conséquence de fixer l'eau à intervalles réguliers, de manière à piéger les bulles d'air à l'intérieur de ces capillaires. Grand 4, les principes de l'hydrophobie et de la superhydrophobie. Tout d'abord un petit rappel. On nomme principe physique une loi physique apparente qu'aucune expérience n'a invalidée jusque-là, bien qu'elle n'ait pas été démontrée, et joue un rôle voisin de celui d'un postulat en mathématiques. On nomme principe chimique un principe résultant des réactions chimiques. On observe deux phénomènes responsables de l'effet lotus. Le premier est la superhydrophobie que l'on observe sur les plantes comme le lotus, qui ont une surface à rugosité nanométrique. Le second est celui utilisé par les canards. Les composés apolaires comme les corps gras qui repoussent l'eau, c'est l'hydrophobie. Explication des différentes formes d'hydrophobie. Il y a trois formes d'hydrophobie. L'hydrophobie, la superhydrophobie et l'ultra-hydrophobie. Une surface est dite hydrophobe lorsque l'angle de contact de la goutte d'un liquide et la surface sur laquelle elle repose est supérieure à 90 degrés. Une surface est dite superhydrophobe lorsque l'angle de contact est supérieur à 120 degrés. Une surface est dite ultra-hydrophobe lorsque l'angle de contact est supérieur à 150 degrés. Cependant, dans ce cas, le liquide est également modifié en plus de la surface. Les applications possibles sont donc très réduites. Cette hydrophobie se traduit et s'explique par différents phénomènes physiques. Grand A, hydrophobie. L'hydrophobie est un principe chimique ou physico-chimique. C'est un principe notamment utilisé par les canards dans la nature. Un composé est hydrophobe lorsqu'il ne peut former des liaisons hydrogènes avec les molécules d'eau. L'eau est un solvant très polaire et cherche à interagir avec des molécules polaires. Les molécules polarisées créent donc des liaisons électrostatiques qu'on appelle liaisons hydrogènes avec les molécules d'eau. Petit 1. Molécule polaire. Une molécule polaire est une molécule au sein de laquelle les charges électriques ne sont pas réparties équitablement. La répartition des charges spatiales n'y est donc pas conventionnelle. La molécule possède alors un côté plus négatif électriquement que l'autre. Cette répartition inéquitable est due à l'électronégativité différente des atomes, c'est-à-dire leur capacité à attirer les atomes d'une liaison covalente. Les molécules polaires réagissent fortement entre elles. A l'inverse, elles ne réagissent pas avec les molécules apolaires, qui elles ont une répartition spatiale des charges électriques uniformes. Les molécules d'eau qui ne sont entravées par aucune interaction laissent libre cours à leur tension superficielle et prennent alors une forme bombée vers le haut. Petit 2. La tension superficielle. La tension superficielle est une force qui s'exerce à la limite entre deux milieux différents, en raison des forces d'attraction et de répulsion des molécules. Dans le cas où un liquide comme l'eau est en contact avec le solide, le liquide va toujours essayer de minimiser sa surface de contact avec le solide. Au sein du liquide, ces forces s'annulent, mais à la surface de celui-ci, ce n'est plus le cas. Elle crée alors la forme bombée que l'on peut observer à la surface de l'eau. La tension superficielle est une force par unité de longueur qui se mesure en newtons par mètre. Donc pour un liquide,
Plus la valeur de la tension superficielle est importante, plus il aura une forme sphérique. Prenons l'exemple de l'eau. La tension superficielle de l'eau vaut 72 Newton par mètre. Sa tension superficielle de la goutte dépend du matériau sur lequel elle repose. Si la goutte d'eau repose sur un matériau à faible énergie de surface, le plastique par exemple, les forces d'attraction de la goutte seront prépondérantes et la goutte aura tendance à minimiser sa surface de contact avec le solide. Dans le cas du lotus, cette énergie de surface est extrêmement faible de par la superhydrophobicité de sa surface. Le mouillage est donc très faible et l'eau ruisselle donc sur la feuille de lotus, sans mouiller celle-ci. En revanche, si le matériau sur lequel repose la goutte développe une énergie de surface se rapprochant de celle de l'eau, le verre par exemple, cette énergie aura tendance à contrebalancer les forces de l'intérieur de la goutte et celle-ci s'étalera sur le matériau. Cette force contraint l'eau à n'avoir qu'une petite surface de contact. La forme d'une sphère est alors privilégiée, car c'est la forme qui possède la plus petite surface de contact. D'ailleurs, cette forme définit ce que l'on appelle l'angle de contact qui varie en fonction de l'étalement de la goutte. Superhydrophobie. La superhydrophobie est quant à elle un principe physique. Les surfaces superhydrophobes sont en fait des surfaces à revêtement nanométrique, comme celle du lotus. Un revêtement nanométrique est caractérisé par sa rugosité. On dit que c'est une rugosité nanométrique. Petit 1, loi de Cassi. La loi de Cassi se caractérise par la formule suivante. Cos 0C est égal à gamma 1, facteur de cos 0,1 plus 1 moins 1. 0C symbolisant l'angle de contact, gamma 1 symbolisant l'aire du substrat et 0,1 l'angle de contact du substrat. La loi de Cassi indique qu'une surface possédant un angle de contact supérieur à 150 degrés est une surface superhydrophobe. L'eau n'y adhère pas. Elle explique aussi que plus une surface est grossière, plus l'angle de contact est grand. En effet, moins il y a de contact avec la surface solide, plus l'angle de contact est grand. Dans la formule de cette loi, gamma 1 représente la surface du milieu solide en contact avec l'eau. Plus il est petit, plus le résultat cos 0C est petit. Plus le cosinus est petit, plus l'angle est grand. Par exemple, cos 90 est égal à 0. Cos 10 est égal à 0,98. Donc plus gamma 1 est petit, plus 0C l'angle de contact est grand. Petit 2, l'angle de contact. Quand une surface est rugueuse, le contact avec la surface solide est réduit. L'angle de contact augmente donc. S'il est inférieur à 90 degrés, alors la surface est hydrophile. Lorsqu'il dépasse 90 degrés, la surface est dite hydrophobe. Puis, quand il dépasse 150 degrés, la goutte d'eau n'adhère pas à la surface. C'est alors une surface superhydrophobe. Une goutte d'eau tombant sur une surface rugueuse superhydrophobe permettra alors de nettoyer sa surface, emportant avec elle les particules. Dans cette expérience, vous pouvez voir que dans un premier temps, nous essayons de récupérer la suie créée par l'allumage d'une bougie à base de cire. Une fois qu'on est suffisamment obtenu de suie provenant de la cire de la bougie, nous versons des gouttes d'eau dessus et remarquons que ces dernières perlent dessus. Comme je l'ai expliqué, avec le fonctionnement de la tension superficielle, le fait que les gouttes perlent sur la surface prouve que la suie est superhydrophobe. La suie provenant de la cire elle-même est superhydrophobe à son tour. De plus, nous avons expliqué dans la deuxième partie que la feuille de lotus était composée de cire. Nous venons donc de prouver que la feuille et son effet superhydrophobe est notamment dû à la couche de cire qui la compose. 5. Adaptation de l'homme par l'innovation de surface hydrophobe. Ce phénomène d'hydrophobie ou de superhydrophobie est aujourd'hui utilisé dans de nombreux domaines, et autant dans le milieu industriel et professionnel que celui du particulier. Petit 1. Utilisation chez le particulier. Aujourd'hui, le phénomène d'hydrophobie chez le particulier se traduit par l'utilisation de sprays super hydrophobes tels que ceux vendus par Ultra Everdry ou encore Neverwet. Ces sprays permettent de rendre super hydrophobes certaines surfaces comme du bois, du béton, du métal, des tissus ou encore des composants électroniques qui contribuent à l'étanchéité de certains smartphones. Ces sprays permettent donc à une surface de repousser l'eau ou les huiles, mais aussi d'être anti-gel, anti-érosion ou auto-nettoyante. Ces capacités sont dues à une nanorugosité, donc c'est une aspérité ou un point dur ou une rêche au toucher d'une surface, sur la surface empêchant l'adhésion de gouttes d'eau ou d'autres liquides sur cette dernière. Cependant, l'effet est temporaire et moins impressionnant que sur les vidéos proposées par les producteurs. Enfin, il peut y avoir aussi des formations de résidus blancs. On peut aussi noter l'apparition de vêtements super hydrophobes pour le grand public qui sont vendus sur plusieurs plateformes comme Amazon ou encore
de certains produits cosmétiques japonais reposant sur ce phénomène. Petit 2. Utilisation dans l'industrie. Du côté de l'industrie, on peut voir apparaître des peintures de façade auto-nettoyantes sur le marché depuis 2012. Plus de 50 000 façades de bâtiments ont été revêtues de cette dernière. Il s'agit d'une peinture hydrophobe imitant la microstructure des feuilles de lotus une fois appliquée sur la surface. Le fait d'être hydrophobe engendre le fait que l'eau perle sur cette surface et que les poussières ne peuvent adhérer. L'entretien de la surface couverte est donc rendu extrêmement facile car il suffit de jeter un seau d'eau pour enlever poussière et résidus. Par ailleurs, il ne peut se former de moisissures. Cependant, on appelle cette peinture eau nettoyante, or, elle a besoin d'être lavée par de l'eau, ce qui nécessite l'action de l'homme ou des intempéries. Par conséquent, dire que la peinture est hydrophobe est en soi une exagération. Elle facilite juste l'entretien de la surface sur laquelle elle est posée. A l'inverse du phénomène de superhydrophobie, existe celui de l'hydrophilie, sur lequel se basent certains verres dits eau nettoyants, puisque l'eau provenant des précipitations permet de le laver au lieu de le laisser sale, puisqu'elle attache mieux. Mais elle ne reste pas dessus car la gravité oblige le glissement, qui est certes plus long. Pour revenir au phénomène de superhydrophobie, le résultat concernant la capacité eau nettoyante serait le même si cette technique était utilisée. Petit 3. Utilisation dans le domaine scientifique. D'après certains chercheurs, on pourrait utiliser la Salvina molesta en la collant sur les coques de bateaux, ce qui aurait pour conséquence de réduire le frottement avec l'eau. Cet effet est novateur, puisque réduire les forces de frottement permet d'améliorer le glissement sur l'eau et par conséquent, cela diminuerait la consommation en carburant d'un bateau en moyenne de 10%. Cette découverte pourrait se généraliser à tous les revêtements de bateaux. Ainsi, on peut voir que le phénomène d'hydrophobie permet d'augmenter le confort de l'homme par ses capacités physico-chimiques qui permettent à terme de faciliter la vie quotidienne d'un homme lambda, éviter les tâches, se démaquiller plus facilement ou encore rendre un smartphone étanche. Mais elle permet de satisfaire aussi une entreprise au même titre qu'un particulier, par sa capacité à rendre une surface auto-nettoyante. Cette capacité étant pour les deux utile du fait de la diminution du besoin d'entretien de certaines structures comme des murs ou des vitres. Cependant, cette technologie novatrice ne s'arrête pas là, puisque elle s'inscrit aussi dans le développement durable en permettant dans un futur proche une diminution de la consommation de carburant des navires.